Gilles Bourberie, tu es président national d'HES. On te retrouve cette semaine à Marseille dans un débat passionnant organisé par HES à Marseille sur la gestation pour autrui. Un débat passionnant qui divise, tantôt on est pour, tantôt on est contre. Au fond, comment tu vas défendre ce dossier les mois qui viennent ? Alors effectivement, il y a un rendez-vous puisque le débat va être à l'Assemblée nationale dans les mois qui viennent. Et nous, on part du principe qu'on veut la reconnaissance de toutes les familles qui sont des réalités sociales et qui ne sont pas des familles biologiques définies sur les liens génétiques entre les parents et les enfants. Et donc on veut reconnaître qu'il est possible aujourd'hui de faire famille de beaucoup de façons différentes, qu'on soit hétérosexuel ou homosexuel, mais également de faire venir au monde des enfants de beaucoup de façons différentes, y compris en demandant à quelqu'un d'apporter de lui-même sans être parent de l'enfant, par exemple en faisant un don de gamètes, par exemple en portant l'enfant d'un autre ou d'une autre. Alors c'est une réalité qui est compliquée, qui effectivement a, dans les pays où ça n'est pas du tout organisé, des dérives, des effets pervers. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est un cadre pour organiser les gestations pour autrui en France dans le respect des droits de l'homme. Et c'est ce qu'on a discuté tout à l'heure avec effectivement des partisans de la GPA et des opposants à la GPA. La question est de savoir où est-ce qu'on pose la frontière entre la liberté de chacun de faire famille et la protection, évidemment, des droits des femmes qui sont dans un nouveau schéma par rapport à la famille, c'est-à-dire qu'elles participent au projet de la famille sans être mère de l'enfant. On permet à quelqu'un de permettre à l'enfant de venir au monde sans être pour autant responsable de l'enfant. Et c'est cette réalité qui est compliquée, qui s'oppose à des interdits religieux et qui doit être aujourd'hui défendue. Qu'on connaît parce que ça se fait à l'étranger, parfois correctement, avec une vraie protection de toutes les parties prenantes, parfois avec de vraies dérives et des atteintes aux droits des femmes. Et nous, ce qu'on propose, c'est une version à la française de la gestation pour autrui, c'est-à-dire faisant intervenir les pouvoirs publics, le juge, pour surveiller que l'intérêt de tous, de la famille, de la gestatrice de l'enfant, que ces intérêts-là soient préservés. Est-ce que tu connais des pays en Europe qui pratiquent déjà la gestation pour autrui de manière légale ? En Grèce, au Royaume-Uni, la gestation pour autrui est légale, tout à fait. Et par simplicité, la plupart des couples qui aujourd'hui en France veulent faire naître un enfant grâce à une gestatrice traversent l'Atlantique, vont aux États-Unis où les choses sont simples. Seulement, aux États-Unis, ça coûte de l'argent et c'est l'argent qui organise les choses. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que l'argent ne soit pas une frontière pour faire famille et pour constituer une famille et que ce ne soit pas l'argent qui organise les rapports entre la gestatrice et les parents, mais les pouvoirs publics avec une vraie vérification de la qualité du projet parental qui est présenté par les parents intentionnels et les consentements éclairés de la gestatrice qui va effectivement vivre une grossesse de 9 mois pour porter l'enfant qui sera l'enfant d'un autre ou d'une autre. Est-ce que tu n'as pas peur que passer comme ça a été dit tout à l'heure, des petits arrangements, ce qui se fait déjà de manière isolée peut-être, de passer de ce stade à un stade organisé, contractualisé, au fond, n'amène pas la société dans les années 2500 qui nous font terriblement peur, avec, je prendrais comme exemple Aldous Huxley, Le Nouveau Monde, etc. Est-ce que finalement c'est pas cette époque vers laquelle on va arriver, où tout est mécanisé, où tout est automatisé, y compris les enfants? Est-ce que la prochaine étape c'est pas choisir la couleur des yeux, ne pas construire son enfant tel qu'on le veut? Est-ce que c'est pas un risque d'en arriver là? Il y a évidemment des limites à fixer et des principes à poser. Le progrès à nos yeux, c'est celui de donner le maximum de responsabilités, de chances de se réaliser à chacun et donner des responsabilités, des chances de s'organiser à chacun. C'est permettre à chacun de comprendre ce qu'il fait et de connaître les effets de ce qu'il va faire. Donc quand une gestatrice sait ce qu'elle va faire parce qu'elle a déjà été enceinte, c'est une des conditions que l'on pose, elle est déjà mère d'un enfant, avec des parents intentionnels qui présentent un projet parental cohérent, vérifié, de la même façon qu'on est par exemple obligé de présenter un projet quand on veut adopter, on présentera un projet quand on veut avoir un enfant grâce à une gestatrice. Qu'on fixe évidemment les règles avant la sélection des gènes. Ce n'est pas du tout le sujet, mais il s'agit de dire que puisqu'on ne peut pas porter l'enfant, on demande à quelqu'un de porter cet enfant et on ne veut pas que ce quelqu'un soit pour autant obligé d'être la mère de l'enfant. C'est la séparation entre le fait de porter l'enfant et le fait d'être parent
qu'on pose. De même qu'il y a quelques dizaines d'années, on a voulu poser la séparation entre le fait de faire l'amour et le fait d'avoir un enfant. Il y a eu la grande étape de la contraception et de l'IVG pour faire en sorte que faire l'amour ne voulait pas dire être parent. Nous, on va un peu plus loin. On considère que ce n'est pas le fait de porter un enfant qui veut dire qu'on est parent. C'est le fait de vouloir l'enfant et de s'engager de manière irrévocable à subvenir à ses besoins matériels et moraux. Donc c'est bien le parent qui est responsable de l'enfant, c'est celui qui s'est engagé, c'est pas celui qui l'a porté. Ce qui n'est qu'une vérité biologique d'un instant. Ce qui ne veut pas dire qu'on nie l'existence de la femme qui a porté l'enfant, ni même qu'on nie l'existence de ceux qui ont donné leur gamète pour que l'enfant puisse venir au monde. Mais ceux-là qui sont des donneurs d'engendrement, qui à un moment donné existent dans l'histoire de l'enfant, qui font partie de son histoire et dont il connaît l'existence, eh bien ceux-là ne sont pas pour autant ses parents. Et est-ce que justement l'enfant qui va demain se retrouver avec une histoire faite de 3 parents dans une construction mécanique qui peut avoir quelque chose de vraiment parfois terrifiant, comment cet enfant va-t-il vivre avec cette histoire? Mais ça, le fait d'avoir 3 parents, c'est quelque chose d'assez commun aujourd'hui. Les familles recomposées ne vivent que de ça. La famille aujourd'hui, c'est pas la famille Ricoré, papa, maman, l'enfant et le labrador. C'est plus du tout ça. C'est papa, la nouvelle compagne de papa, maman, le nouveau compagnon de maman, ou la famille traditionnelle qui existe aussi, ou une maternité ou une paternité célibataire. Et le fait effectivement d'avoir d'autres adultes qui à un moment donné de l'histoire de l'enfant ont des responsabilités parentales sur l'enfant, c'est quelque chose qui n'a pas besoin, on n'a pas besoin d'aller chercher la GPA ou l'homoparentalité pour le connaître. C'est le quotidien, dans toutes les salles de classe, il y a des enfants qui ont des parents qui ne sont pas leurs parents biologiques. Donc ça, il n'y a pas de raison d'y voir une panique. Sauf si on considère d'emblée que c'est un problème et où on refait rejaillir sur l'enfant les inquiétudes des adultes qui ont le sentiment que ça ne se passe pas comme pour leur propre enfance. Et pour autant, aujourd'hui, le fait d'être confronté à avoir des parents, mais aussi à connaître quelqu'un qui a été celle qui nous a porté avant de naître, mais qui n'est pas pour autant la mère, c'est pas quelque chose qui est destructeur dès lors qu'on raconte correctement l'histoire de l'enfant et qu'on dit la vérité aux enfants.